Si j'ai bonne mémoire, notre territoire documentaire aborde assez peu le monde animal. Bien sûr, il y a eu le zoo de Vincennes, Mon collègue l'animal, Tué, les gorilles du Rwanda ou Confession végane. Mais globalement, ce n'est pas un sujet que nous développons beaucoup. Et aujourd'hui, pourtant, Irène, dans Sur les Docs, il s'agit de drôles de zèbres. Oui, alors autant le dire tout de suite, l'expression est une métaphore, tout comme un être humain peut être qualifié de malin comme un singe, tête de mule, face de chacal, politicien comme un crapaud, myope comme une taupe, doux comme un agneau, vrai teigne ou encore rapide comme une gazelle. On peut aussi, Hervé, être identifié à un drôle de zèbre. Ces animaux se reconnaissant à leur bande de rayures verticales, noires et blanches. Mais alors, pour un être humain, c'est quoi être un zèbre ? Être un zèbre, c'est une image qui a été mise pour éviter de donner le mot surdoué, puisque le mot est mal choisi. Moi, j'aime beaucoup l'image du zèbre parce que les rayures du zèbre sont uniques, comme les empreintes digitales. Le zèbre est un animal affectif qui a besoin de vivre avec sa tribu. Certaines personnes verront sûrement le fait d'être surdoué comme une chance, mais dans mon cas, je dénonce plutôt le fait que ce n'est pas une chance, enfin pas celle que les gens imaginent. Enfin, c'est pas forcément aussi bien que les gens peuvent l'imaginer d'être surdoué. Les rayures du zèbre peuvent aussi évoquer les griffures que certaines de ces personnalités ont pu vivre tout au long de leur vie. En plus, le zèbre, quand il court vite dans la savane, ça fait un effet stromboscopique et on ne le voit plus passer. Pour moi, c'est comme si j'étais au volant d'une voiture de course, mais que j'ai pas forcément la technique idéale pour la conduire. Donc que les sorties de route ou les freinages intempestifs sont pas à exclure. Elle me dépasse. Sur une route dont je ne sais pas où elle va me mener. Et s'il n'y a pas un gouffre à l'autre bout. Ouais. Ces drôles de zèbres, les adultes surdoués. Un documentaire de Nicolas Houdin et Christine Robert. En plus, le zèbre est le seul équidé qui n'est pas domptable par l'homme. Il y a eu une époque où j'acceptais pas ce que j'étais, mais j'acceptais pas ce que j'étais parce que les autres acceptaient pas ça. Mais je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais comme ça et que c'est ça qui m'a aidée à tenir, finalement. Là, j'ai 41 ans, je l'ai appris à peu près à 40 ans, donc ça fait à peu près 40 ans que je fais semblant de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde. Fallait pas que je montre mon hypersensibilité, fallait pas que je montre que je réfléchissais tout le temps, que j'aimais pas ça alors que tout le monde aimait. Donc ça fait longtemps que je fais semblant. Dans l'entretien d'embauche, quelque chose que j'aborde pas parce que ça pourrait attirer l'attention, poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est quelque chose qui est très très mal connu, donc compris. Être surdoué, je déteste ce nom, on n'est pas surdoué, on est différemment doué. Donc ça pourrait donner le sentiment d'être perçu comme de l'arrogance. Ouais, ça a potentiellement des avantages et beaucoup d'inconvénients. Donc on ne le dit pas. Alors quand je suis avec, je vais dire, ma sœur par exemple, il y a une partie de moi qui va s'exprimer et la partie zèbre va se taire. Et quand je suis avec les autres zèbres, là, il y a tout qui peut s'exprimer. Il y a qu'entre zèbres, en fait, que je suis pas dans la retenue, la maîtrise, le contrôle, tout ça. Haut potentiel, surdoué, précoce, haut quotient intellectuel, autant d'appellations que d'idées reçues. Mais qui sont véritablement ces zèbres ? Comment expliquer ce mal-être lancinant sans cause apparente véritable, et ce décalage permanent avec notre société, qui s'embarrasse peu de la singularité d'un petit groupe d'individus, rassemblant quand même 2% de l'humanité ? Que signifie une intelligence autrement, une pensée en arborescence, en soleil,
souvent synonyme de souffrance plus que de performance, parce qu'indissociable d'une grande sensibilité et d'une extrême réceptivité émotionnelle et sensorielle. Combien sont-ils à se protéger d'un monde avec lequel ils ne sont pas vraiment en phase, et à ignorer ainsi leur formidable potentiel, comme s'ils portaient en eux un trousseau de clés qui n'ouvre aucune porte pour rejoindre les autres. La pensée qu'on qualifie de surdouée, enfin, serait plutôt une pensée plus en toile d'araignée. Elle évoque la toile d'araignée, c'est-à-dire que c'est par analogie, ça se tricote. Mathilde, 53 ans, chargée de projet. Les choses se tricotent les unes après les autres, puis d'autres éléments vont amener à faire une deuxième toile d'araignée, et finalement la pensée ne va pas se mettre, les liens entre les choses vont se faire par bonds, et non pas de façon rectiligne comme sur une corde à nœud. Par rapport à ce que j'ai vécu moi, je pense que c'est une bonne façon d'imager la différence de pensée, de fonctionnement. Alors le mode de pensée, c'est ce que j'appelle Cédric, le mode de pensée en arborescence. 38 ans, consultant en stratégie. C'est-à-dire que, en gros, je prendrais une image qui est celle de la ligne par rapport au soleil. Vous avez la plupart des gens qui raisonnent de manière très analytique lorsqu'ils sont face à un problème, c'est ce que j'appelle la ligne. Donc ils vont décomposer A, B, C, D, E, F jusqu'à arriver à Z. Ça va leur prendre un temps fou, mais ils vont avoir un chemin qui est très construit et très, très articulé. Dans mon cas, et je crois que c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous, puisque je parle de nous au sein d'une population à laquelle je me reconnais, on a tendance à être une pensée dite en soleil, c'est-à-dire c'est en arborescence. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à un problème, on va tout de suite avoir non pas une idée, mais tout un tas d'idées qui vont graviter autour avec des émotions, des idées, voire dans un certain nombre de cas des fulgurances. Moi, il m'arrive deux choses assez bizarres. Il m'arrive d'abord, dans un certain nombre de cas, de trouver une solution de manière très intuitive, mais sans pouvoir l'expliquer. Ce qui crée un problème, parce qu'en fait, ensuite, lorsqu'on vous demande d'expliquer la solution, vous devez reverbaliser de manière analytique, donc vous devez repasser par ce que j'appelle la ligne ou le trait, où vous avez une solution, mais comme vous n'arrivez pas à la verbaliser, et comme vous avez une pensée en arborescence, le truc est très touffu, dans le sentiment d'être très désordonné, et donc on ne vous écoute pas, ou alors si on vous écoute, on vous dit oui, mais en fait on ne comprend pas ton raisonnement, et puis après vous rentrez dans un mutisme, voire même vous sortez du débat. Yume, couchez. Couchez. Couchez, Yume. Allez. Non. Couchez. Panier. Sandrine, 41 ans. Panier. Allez. Vous revenez de votre travail, là ? Oui. Vous travaillez où ? À la Poste. Je viens d'une famille modeste où la stabilité est le plus important et l'accomplissement professionnel est secondaire. L'idée, c'était uniquement d'avoir un métier sûr où je serais certaine de trouver du travail. C'était le seul objectif. J'ai fait un BTS, assistante de direction, que je n'avais pas obtenu, que j'ai repassé 10 ans après. Je n'ai plus bougé de cette voie. Et puis j'ai atterri à la Poste. Mais moi, je voulais plutôt être maîtresse d'école. Ça m'a suivi longtemps. Voilà, on ne peut pas dire que j'aime mon travail. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce travail ? Moi, je fais de la peinture, comme vous voyez. Et à la Poste, c'est pour tout le monde, sauf pour les artistes. Je dois rester à ma place et puis faire ce qu'on me dit. Donc c'est un petit peu frustrant. Il y a plein de choses qu'on trouve bêtes. Ou pas justifiées, ou qui n'ont plus de sens. Et il faut continuer à les appliquer. C'est pas évident de faire quelque chose qui est bête. C'est comme si on allait dans le mur, on dit fonce et on doit foncer dans le mur. Donc c'est un viol quotidien. Je me suis rendu compte qu'après 6 ans de médecine et une année de travail à l'hôpital, j'arrivais pas à répondre en fait à des questions existentielles avec uniquement ce que j'ai reçu pendant les études de médecine. J'avais pas le temps notamment pour faire des lectures plus approfondies ou plus spirituelles, plus philosophiques justement, par rapport au juste contenu scientifique et technique qu'on reçoit beaucoup en médecine. Marie, 28 ans, étudiante en philosophie. Pour moi, avec la médecine, j'avais envie d'aider les gens, mais je me suis rendu compte
que je pouvais pas répondre à l'attente que les gens avaient quand ils venaient, par exemple, à l'hôpital, avec uniquement le savoir-faire médical que j'avais. Par exemple, pour réparer une cheville qui était tordue, je pouvais le faire au niveau mécanique. Mais par contre, la souffrance qu'il y a derrière, j'avais du mal à la comprendre, à prendre du recul et à savoir comment établir un lien avec la personne qui souffre, à un niveau plus humain, justement. Et la philosophie répond à ces envies d'aider l'autre? Pour moi, oui. Parce que j'ai pris aussi du recul par rapport au contenu scientifique que j'ai eu. Je me suis rendu compte que la science prétend, enfin, entre guillemets, à répondre au pourquoi des choses, alors qu'elle explique surtout le comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et pour moi, c'est plus au niveau philosophique qu'on comprend pourquoi les choses s'agencent ainsi ou sont ainsi. Parce que tout doit avoir un sens? Pour moi, oui. C'est comme marcher en montagne. Enfin, si on n'a pas un sommet en vue, ou juste découvrir quelque chose, donc il y a quand même un but derrière. Marcher pour marcher, y a pas, pour moi, ça sert à rien. C'est comme dans la vie de tous les jours. Donc c'est une difficulté pour vous d'être dans l'instant présent? J'y travaille, mais en soi, oui. Enfin, il faut découvrir, justement, pour moi, c'est découvrir le sens de l'instant présent qui permet de vivre cet instant présent. Si j'essaye de faire exactement comme tout un chacun, c'est comme si je devais me renier moi-même et donc oublier une partie de moi-même, ce qui fait qu'après je suis comme enfermée et j'étouffe à l'intérieur de moi. Avoir un travail, une vie de famille, un appartement, enfin, finalement fonctionner normalement, mais pour moi c'est comme si ça suffisait pas. Il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose qui n'a pas de sens. Je crois que le mot décalage, c'est un mot qui est assez fort, qui revient souvent dans nos caractéristiques, c'est qu'on est en décalage permanent avec les autres, du fait d'un mode de fonctionnement intellectuel, mais plus largement émotionnel et social différent. Au sein de moi, ce qui se passe, c'est un bouillonnement intérieur permanent, à la fois parce que j'ai des idées en permanence, mais aussi j'ai beaucoup d'émotions, et que ce décalage ensuite, ou bien vous vous dites, j'essaye de me conformer au mode de fonctionnement des autres, et c'est en fait un peu un gaucher contrarié qui essaie de devenir un droitier. Je pense qu'on le fait tous parce qu'il faut quand même se socialiser, mais c'est au prix d'un effort, d'une énergie, etc. Moi, la réaction que j'ai eue depuis assez tôt, c'est de me créer une carapace, c'est-à-dire de me protéger de toutes les agressions du monde extérieur qu'on ressent nous de manière exponentielle et qui paraissent tout venant comme complètement normales. En fait, l'image qu'on perçoit de moi, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être toujours en maîtrise de ce qu'il fait, etc. Je donne l'impression d'être quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, alors que c'est probablement exactement l'inverse qui est la réalité. Donc il y a un décalage fort entre l'image perçue et l'image profonde. À la fois, penser très vite, c'est super parce qu'on a tout de suite plein d'idées. Par contre, c'est aussi très angoissant parce qu'on n'est jamais stable. Il faut toujours chercher ailleurs des réponses. On ne peut jamais se satisfaire de ce qu'on reçoit. On n'est jamais posé finalement. Dans la vie de tous les jours, je peux m'ennuyer très vite ou avoir envie de faire autre chose. Et je vois les gens qui sont là tous les jours, qui font la même chose, qui s'ennuient pas. Mais il y a aussi quelque chose de très stable et de très fiable dans cette vie qui est posée et régulière en fait. Et je pense que dans la vie aussi, savoir où on va, qu'on construit un projet petit à petit, ça peut être rassurant et sécurisant. Et c'est cette sécurité que je touche presque jamais en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter votre cerveau. Vous ne pouvez pas le mettre en veille. Non. Par contre, je peux essayer de canaliser ces pensées pour qu'elles soient productives et c'est dans cette canalisation qu'après je suis stable. Mais c'est comme un vélo qui est sur une pente. Là, il devient stable avec la vitesse. Mais s'il s'arrête, enfin, voilà. Oui, si le cerveau s'arrête, il tombe. Moi, j'ai cette impression, oui. Avant d'aller se coucher, on réfléchit. Enfin, c'est tout le temps. Donc, ça peut être épuisant. Il m'arrive de boire de l'alcool juste pour arrêter de penser. Parfois, c'est envahissant. Ça s'arrête jamais. C'est très très difficile parce que ça demande une intensité de concentration très forte. Et en permanence, je suis en train de zapper d'un sujet à un autre, de manière assez désordonnée, ce qui, dans le monde du travail, d'ailleurs, peut donner lieu à des difficultés. Donc ça, c'est dans la vie extérieure, mais chez vous, dans votre famille, dans votre couple,
J'imagine que vous tombez un peu le masque quand même quand vous rentrez le soir. Alors, effectivement, il y a des rares cercles, et ceux-là, ils sont très très précieux, notamment le couple, où là, effectivement, on peut tomber le masque et se mettre à nu. Et c'est le moment, effectivement, où on peut être soi-même, compris avec parfois des émotions, voire des pleurs qu'on ne peut pas laisser transparaître la journée. Et c'est une cellule de décompression absolument clé. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça, parce que je pense que sans ça, on peut très très vite dériver. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui vous donne envie de pleurer ? Là, je contrôle beaucoup le flux, vous l'entendez probablement de ma voix, c'est en permanence. Enfin, il y a des tas de choses qui me font pleurer. Ce qui me fait pleurer, cet entretien là me donne envie de pleurer, par exemple. Et c'est vrai que les émotions viennent dans tous les sens. Les gens que je croise, qui balancent des émotions comme ça, sans s'en rendre compte, et je prends tout de plein fouet. Mais moi, la chose qui me perturbe le plus, j'ai envie de dire, depuis que je sais que je suis un zèbre, c'est cette hypersensibilité dont j'arrive pas à me dépatouiller. Je n'arrive pas à composer avec. Il m'arrive parfois au travail de ne pas réussir à parler parce que j'ai des montées d'émotions qui sont trop intenses et qui sont pas bienvenues dans la situation, sont hors contexte. Donc quand je dispute mes enfants aussi, parfois c'est compliqué, puisque comme je suis empathique, je ressens ce que je leur fais vivre. Donc ça peut être très compliqué. C'est un petit peu comme si je me grondais moi-même et je me mettais la pression. Donc il faut que j'arrive à gérer tout ça. Donc je me suis perdue. Comme souvent, je pense à plusieurs choses en même temps. Donc du coup, je sais plus sur quoi on était parti. J'ai un peu chaud, excusez-moi, je vais ouvrir un peu. Panier, Yume, allez, panier, Yume, allez, panier. Je m'appelle Jeanne Siofachin, je suis psychologue clinicienne et là nous sommes à Marseille précisément et dans un centre Cogitos qui sont des centres que j'ai créés il y a plus de 12 ans maintenant, qui sont des centres où on reçoit des enfants, des adolescents et des adultes qui peuvent présenter un certain nombre de difficultés sur leur parcours de vie. Être surdoué, ce n'est pas être quantitativement plus intelligent que les autres, mais fonctionner avec une intelligence qualitativement différente en termes de mécanismes, en termes de processus, en termes de vitesse de transmission des informations, ce qui donne néanmoins énormément de force et de puissance et de compétences et d'aptitude à cette forme d'intelligence. Mais aujourd'hui, on sait, et les recherches en particulier avec les IRM fonctionnels le valident, que les surdoués petits ou grands activent des zones du cerveau différemment. Donc au niveau fonctionnel, ça se passe autrement, l'architecture cérébrale est différente et qu'il y a de vraies différences. Et puis, on ne peut pas parler de surdoué sans instantanément associer ce qu'il en est de la sphère affective. Parce que être surdoué, c'est d'abord et peut-être surtout fonctionner avec une immense sensibilité, une très forte réactivité émotionnelle, c'est-à-dire que chez un surdoué, l'affectif est toujours engagé. C'est-à-dire un surdoué ne pense pas d'abord avec sa tête, il pense toujours d'abord avec son cœur.
Et pour le dire vite, on pourrait dire que ce qui est une broutille pour quelqu'un d'autre déclenche chez le surdoué un cataclysme émotionnel. Donc il y a un seuil de vulnérabilité émotionnelle qui est beaucoup plus bas. Et on peut parler d'une sensibilité à fleur de peau au sens propre du terme. Et je crois que c'est ça qui construit ces personnalités à la fois très intenses, très denses, très particulières, et qui peut conduire à des réalisations exceptionnelles et à des désastres phénoménaux. Je suis un zèbre noir et blanc, je suis un bien étrange enfant, manipulateur à plein temps, de vous je suis vraiment différent. J'aime pas l'école et j'aime pas les profs, de l'élève parfait je n'ai pas l'étoffe, on m'étiquette enfant. leur enfant, le fonctionnement de leur enfant et les particularités de leur enfant, et qui s'effondraient en larmes en face de moi en me disant « Mais vous parlez de moi là. Là, vous êtes en train de parler de ma vie. » Donc, pourquoi suis-je née comme ça? Je ne voulais pas, je n'ai pas eu le choix. Pourtant, vous me jugez, vous me jetez, vous me fuyez. Cauchemar, cafard, idée noire. Et quand vient le soir, mon cœur se serre et bat dans ma cage thoracique. Tout devient critique, j'ai peur, je panique. Je crie et la douleur s'intensifie. Je suis celui qu'on dit surdoué, je suis celui qu'on a mal nommé. Esprit perdu dans un dédale, petit zèbre pris pour un cheval. Je suis l'ami malheur de l'enclos. Dans l'univers des enfants, on n'a pas vraiment le droit d'être différent, surtout à l'âge du collège et aux âges où il faut ressembler à tout le monde. Je suis celui qu'on dit surdoué, je suis celui qu'on a mal nommé. Un enfant surdoué va se poser parfois des questions qu'il n'a pas à se poser à cet âge, qui vont être la source de très grandes angoisses. Il va se poser des raisonnements qu'il n'a
qu'il n'est pas en âge de comprendre sur des thèmes qui sont trop graves pour lui et qu'il n'est pas encore apte à supporter. Diana, 18 ans, étudiante. À un âge trop jeune, j'ai réalisé que j'allais mourir un jour et que je pourrais rien y faire pour ça. Puis j'ai développé une phobie scolaire, suite au rejet des autres vis-à-vis de ma différence, des brimades que j'ai subies, des moqueries, des humiliations, qui ont fait que j'ai fini par détester non seulement l'école, mais aussi les gens de manière générale et l'idée d'être en groupe. Après, la peur de l'école s'est transformée en peur du monde global. J'avais peur de tout ce qui était différent de moi, tout ce qui était en dehors de moi. Je dirais que j'ai peur d'absolument tout ce qui pourrait hypothétiquement se passer quand je sors de la maison. Bon, maintenant ça va mieux, mais à une époque, j'étais pas capable de sortir à cause de ça. Mes angoisses m'ont étouffée au point que je devienne dépressive, suicidaire dans le pire des cas, et j'étais envoyée en hôpital psychiatrique. Le médecin que je voyais n'imaginait pas une seconde que je puisse être une enfant surdouée parce qu'il avait vraiment l'image du surdoué comme la majeure partie des gens l'ont. Un génie qui répondrait à n'importe quelle question et qui serait plus intelligent que la moyenne, ce que je n'étais pas d'ailleurs. Donc au lieu de pencher sur la thèse du surdoué, de m'envoyer dans des écoles spécialisées, peut-être de me prendre en charge comme j'aurais dû l'être, il a penché sur une idée de schizophrénie. Après beaucoup de mois de traitements, de choses qui n'ont pas marché, j'ai fini par quitter l'établissement dans lequel on m'avait placée et ma mère s'est tournée vers un autre médecin qui, lui, a penché pour la thèse du surdouement. Donc on m'a fait faire des tests et il s'est avéré que j'étais bel et bien surdouée. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce diagnostic ? Déjà donner un nom à ce que j'avais, le fait que j'étais plus seule, j'étais pas juste une gamine angoissée chez moi qui avait l'impression que personne ne pouvait me comprendre. J'ai rencontré des gens qui avaient vécu les mêmes choses, qui avaient vécu la même incompréhension vis-à-vis de ce qu'ils étaient, et j'ai appartenu à un groupe. Je suis rentrée dans un organisme où j'ai pu rencontrer des jeunes qui avaient les mêmes centres d'intérêt, les mêmes questionnements, les mêmes angoisses, et pouvoir parler de ça avec des gens, pas avec des professionnels, mais avec des gens qui ressentent vraiment ce qu'on ressent. Et à un âge où je cherchais la normalité, ça faisait du bien. Énormément de bien. Je m'entoure aussi de zèbres, de plus en plus. C'est rigolo, c'est comme si on se connaissait depuis toujours et puis on fonctionne pareil, donc tout est plus simple. Où est-ce que vous les rencontrez ? Dans une association, Zebra adulte. On fait des sorties, c'est pas du tout des choses intellectuelles, hein. Ça peut être autour d'un verre, ça peut être juste un repas, ça peut être un pique-nique, mais ça m'apporte énormément de choses. Autour de moi, autour de l'association qui s'appelle Zebra Adulte et qui a vocation à aider des adultes justement à faire face à cette situation-là. Alors, on n'est sûrement pas dans un club élitiste, puisque en fait... Bruno, 59 ans, architecte. On se rencontre autour d'une table, dans un restaurant ou un apéritif. On partage nos doutes, on partage nos fragilités, c'est-à-dire simplement de se retrouver entre soi et de pouvoir partir dans des discussions qu'on ne peut pas avoir très souvent dans certains cadres personnels, familiaux, amicaux. Pouvoir partager des émotions, des sensations, et surtout, un des moteurs, c'est la quête d'absolu qui veut simplement donner un sens à chacune des choses, à chacun des moments de la vie, à chacun des instants du quotidien, donner du sens et aller chercher le plus loin possible et chaque fois derrière un petit peu plus de ce qui donne de la sève au moteur de nos existences. Quand je l'ai su, j'ai ressenti un grand soulagement qui était simplement ok, je comprends. Alors moi j'avais une situation particulière et très personnelle, c'est que je suis un enfant adopté et j'ai toujours pensé que ma différence elle était là et que de ce fait ça expliquait tout et que j'avais pas à me poser de questions. Et donc ce soulagement a réduit une tension profonde qui était une forme de colère, qui m'habitait d'une existence faite de contrariétés scolaires, contrariétés professionnelles, contrariétés personnelles, contrariétés de tous les engagements de ma vie, contrariétés de tous les porte-à-faux que représente un parcours de zèbre qui ne sait pas qu'il est zèbre.
faire le point à 53 ans avec soi-même et se rendre compte qu'on est passé à côté, pas d'une manière dramatique, mais quand même avec une accumulation de situations qui a posteriori sont ridiculement tragiques. C'est tellement dommage. Et quand on fait un bilan de surdouance comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque à relire son passé à la lumière d'un tel diagnostic? Pour moi, c'était une chance en fait. Moi, je l'ai fait assez tardivement, je crois à l'âge de 30 ou 31 ans. J'en ai 38. Donc c'était quelque chose de tardif, trop tardif. Je pense que si je l'avais fait 15 ans plus tôt, ça m'aurait évité un certain nombre de déboires, ou à minima, ça m'aurait permis de savoir à quoi m'en tenir. Et lorsque j'ai fait le bilan et que les conclusions ont été de dire oui, effectivement, vous êtes, j'aime pas prononcer le mot surdoué, mais un zèbre ou quelque chose qui s'en rapproche, on prend enfin conscience, on arrive surtout à mettre des mots sur des faits ou des situations. C'est-à-dire qu'on arrive à relire des scènes très précises de ton passé. Je pense à un moment donné où vous dites j'ai surréagi, j'étais perturbé par l'émotion, je suis parti en gueulant, etc. Et a posteriori, vous dites non, mais ça fait partie de ce mode de fonctionnement-là. Donc moi, ça a été au contraire pas un risque, mais une grande source d'apaisement. J'ai fait il y a 1 an. Et je l'ai fait parce que j'avais des problèmes d'éducation avec mon fils. J'avais mon ancienne belle-sœur qui avait un fils surdoué qui m'a dit mais fais-le tester parce que vraiment je remarque beaucoup de choses. Donc j'ai fini par le faire tester. En discutant avec la psy, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Donc ça m'a fait réfléchir et je me suis lancée. Même si ça semblait prétentieux, même si on se met une pression énorme en tant qu'adulte, mais je l'ai fait quand même. Et finalement, ça m'a expliqué beaucoup de choses. Ça m'a expliqué que j'étais pas folle. Vu qu'on m'avait mis sous médicaments, qu'on m'a donné des traitements pendant 5 ans, avec aussi des thérapies, tentatives de suicide. Il y a eu énormément de crises quand même. Parce que mon mal-être était compris comme une dépression. Ma famille croyait que j'étais folle, mon ex-mari le croyait aussi. J'ai fini par le croire, puisque je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Donc je voulais savoir pourquoi et ça me torturait. Mais une fois que j'ai fait le test, pour moi c'était une explication à tout. J'ai compris ce que j'étais finalement. Et du coup, ça m'aide à comprendre aussi ce que sont mes enfants, puisqu'ils sont tous les 2 surdoués. Bonjour. Mon fils, c'est Johan, il a 11 ans. Et donc, on a appris, quand il avait 7 ans, qu'il était surdoué. Il me ressemble beaucoup au niveau du tempérament. Très anxieux, il est sur la réserve. Il a besoin d'analyser les choses. Et le fait de le savoir tôt va lui permettre de s'aiguiller comme il faut et de ne pas rater le train que j'ai raté. Quand on a 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, qu'est-ce que ça provoque émotionnellement de venir faire un test? Ça engage émotionnellement, mais c'est incroyable ce que ça engage. Je trouve que les adultes qui font des bilans à l'âge adulte, précisément, c'est vraiment le courage d'aller à la rencontre de soi. Et c'est un courage incroyable, parce que quand on fait un bilan, moi je préfère parler de bilan que de test, quand on fait un bilan, de toute façon, c'est comme si on faisait une carte du territoire, pour donner à la personne, enfin, le moyen de pouvoir avancer dans sa vie. Un bilan, ça permet d'avoir une visibilité sur soi et ça donne des clés pour aménager sa vie en fonction de ce que l'on est. Les surdoués, ils avancent dans la vie avec une carte qui n'est pas la leur. Donc c'est important à un moment qu'ils aient la bonne carte du territoire pour avancer sur leur territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles, comme toutes les vies. Mais au moins, on part d'une base stable où on a une visibilité sur soi.
Et quand est-ce que vous avez fait un bilan qui a amené à prendre conscience que vous étiez un zèbre, surdoué, comme on l'appelle? Je l'ai fait en 1996. Il faut calculer, je suis née en 62, donc j'avais 34, c'est ça? Oui. Et je l'ai fait parce que je me trouvais dans un contexte professionnel délicat. Je me trouvais face à quelqu'un qui me renvoyait tout le temps que j'étais nulle. Je me suis dit, je vais en avoir le cœur net. Et il s'est avéré que c'était pas ça, et qu'en fait c'était un décalage par rapport à sa façon de percevoir les choses, et que c'était pas nul. Est-ce que ce décalage, vous le ressentiez déjà dans l'enfance? Alors ce décalage, je l'ai ressenti assez tôt, mais sans pouvoir le nommer. Déjà quand j'étais à l'école primaire, je sentais bien que j'avais pas forcément les mêmes sujets de conversation que les autres. Alors ça pouvait venir aussi de ma famille. On vivait dans une petite ville et on n'avait pas forcément les mêmes sujets de conversation que dans les autres familles. Donc je me suis dit au départ que le décalage pouvait venir de là. Et à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas tout simplement plus intelligente que les autres. Et puis je les ai regardés, je me rappellerai toujours. J'étais à la cour de récréation, et puis je les regardais jouer à l'élastique, et je me disais, non, je suis pas plus intelligente. Ils sont capables de faire au saut à l'élastique des choses que je suis incapable de faire. Or, c'est la capacité à mouvoir son corps, c'est une part d'intelligence. Je me suis dit, c'est moi, je dois être folle, je dois être nulle, je dois... Bon. Mais à l'époque, finalement, il y avait qu'à l'école que je me sentais vraiment en décalage. Avec les cousins-cousines, ça allait, mais à ceci près que j'avais pas fait attention à l'époque, qu'ils étaient tous plus âgés que moi, en fait. Donc le décalage était compensé par leur plus grande maturité. Et puis les choses ont... Comment dire ? Je devais avoir à l'époque 8 ans. Voilà, où je me suis dit, décidément, personne ne me comprend. Enfin, je sais pas, je dois être vraiment trop bizarre. Trop... Il faut que j'assure ma survie. Les adultes, il y a plein de personnes autour de moi qui n'ont pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre et qui ont l'air de très bien se débrouiller dans la vie. Soyons comme eux. C'est la meilleure façon de se mettre à l'abri. Et alors, j'ai symboliquement enterré mon cerveau au pied d'un arbre. C'est-à-dire que je me suis dit, maintenant, je suis trop petite pour faire face. Alors, on fait profil bas. Et puis, quand je serai grande et forte, je reprendrai mon cerveau. Et à partir de là, j'ai été, en mode alternatif. C'est-à-dire que j'étais à la fois présente et pas présente. J'étais souvent dans mes pensées et en même temps, je me raccrochais de temps à autre à ce qui se passait. Quand je sentais que ça décrochait, je me disais lâche pas la queue du train. Donc j'ai toujours eu tout au long de ces années, je suis désolée, tout au long de ces années, je crois une volonté très forte finalement de... J'avais pas enterré mon cerveau pour des prunes, quoi. J'allais bien aller le rechercher un jour ou l'autre. Enfin, avec mon langage d'enfant, c'était un petit peu ça. Et donc, il y a eu un autre moment, quand même, avant que je décide. C'est ça, pour moi, qui est difficile, parce que j'ai fait une parenthèse, une croix dessus, et pourtant, si je viens vous parler aujourd'hui, c'est en relation avec ça. Je prends un petit peu de café. Un bonbon. Pardon. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez chacun un bonbon? Ça y est, je suis prête. Donc il y a eu un moment où c'était tellement difficile que je me suis dit, je vois pas la peine, enfin, je peux plus supporter, et j'ai pensé au suicide. Et si j'en parle là, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier, mais qui ressort de temps en temps.
Et si j'en parle, c'est parce que j'ai entendu parler autour de moi de tellement de jeunes en prépa ou autres au lycée qui se suicidaient alors qu'ils avaient des profils qui ressemblaient à celui-là. Je me dis, ça vaut le coup de revoir cette séquence-là. Et donc, je suis allée dans l'armoire, dans la salle de bain. Je savais que dans l'armoire à pharmacie, il y avait les médicaments que les enfants ne devaient pas toucher. Donc, ça devait être les plus dangereux. Et j'ai attrapé les médicaments tout au fond, des cachets marrons. C'était ignoble et j'ai avalé ça. J'ai rien dit à personne. Je commençais à avoir mal au ventre et je suis allée me coucher. J'ai dit au revoir à tout le monde. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillée. Je me suis dit, c'est comme ça le ciel. Ça ressemble à ma chambre. Je me suis pincée. Oh, je suis pas morte. Et là, j'ai ri. J'étais tellement contente que ce soit pas arrivé que depuis, je sais que je suis pas suicidaire. Et qu'il y a pas de souci de ce côté-là parce que ça a été une telle force, ça m'a donné un tel goût, que la vie avait une telle saveur, que ça valait le coup de tenir, quoi. Après, je l'ai évacué, j'en ai pas parlé, mais que ça valait le coup de continuer ma petite vie comme ça, et le zapping, le cerveau enterré, c'était finalement pas si mal. Et en fait, quand je repense à ça, et si j'en parle, c'est pas pour le côté dramatique de la chose, c'est de se dire qu'il y a des enfants qu'on peut avoir en face de soi, qui ont une grande maturité, qui réfléchissent beaucoup, qui vont pas aller se plaindre, qui vont pas les raconter, qui sont tellement habitués à gérer leurs petits machins dans leur coin, qui vont pas raconter à qui que ce soit, ou qui peuvent avoir peur aussi. Voilà, tout d'un coup peuvent se retrouver dans un tel état d'isolement, malgré les personnes qui sont autour d'eux, qui les aiment, voilà. Moi, j'avais un père qui, je pense, avait le même profil. Et voilà, j'étais étonnée parfois qu'ils ne se rendent pas compte de certaines choses, mais bon. Et on peut en arriver comme ça à se dire, je suis trop différent, c'est trop difficile. Voilà. Ça fait longtemps que je fais semblant. Et vous en avez parlé à vos frères et sœurs, vos parents ? Oui. J'aurais parlé du temps, ça aurait été pareil. Mais il n'y a pas eu trop de réactions négatives. Il y a une culpabilité peut-être des parents de ne pas avoir pris la mesure de votre détresse ou de ne pas vous avoir orienté du bon côté ? Je pense pas. Mes parents, non, je pense pas. Mais mon père a eu un AVC, donc là, non, je pense pas qu'il va se poser la question. Et puis ma mère est consciente qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle est femme de ménage. Elle est à la retraite. Donc elle avait. C'est pas le milieu où on peut se dire il faut que mon enfant fasse un métier qu'il aime, il faut qu'il s'épanouisse. J'ai grandi dans un milieu où on essaie juste de survivre et on espère pour ses enfants qu'ils aient un peu mieux que nous. C'est juste ça. Donc moi là, je suis à la recherche d'un épanouissement professionnel, mais pour eux c'est ridicule. T'as un métier, de quoi tu te plains ? Donc ils ont absolument pas conscience de la souffrance que ça peut engendrer d'être frustré, de rêver d'avoir quelque chose qui vous correspond. C'est un peu un autre monde. Non, avec ma famille, ça s'est toujours très très bien passé. Je ne sais pas si c'est dû au fait que mes parents ont une très grande ouverture d'esprit et donc ils étaient parfaitement capables de comprendre que j'étais pas exactement comme les autres enfants de mon âge, ou juste le fait qu'ils ont considéré que j'étais comme les autres enfants de mon âge, peut-être juste un chouille différente. Quant à mon père, il est différent, il est très très différent de tout le monde. Du coup, le fait que je sois différente, pour lui, c'était plutôt normal. Il est très différent, ça se voit assez. Il est brésilien, il a vécu dans un village de pêcheurs pendant toute son enfance. Il a assez le côté surdoué qu'on retrouve en France. Il est très intelligent, il est extrêmement curieux, il adore apprendre, mais il s'est fait renvoyer de toutes les écoles de son village. Toutes les écoles sans exception, il n'y en a aucune qui a voulu de lui.
Il avait de gros problèmes avec l'autorité. Il était très différent et je pense que si je tiens de quelqu'un, je tiens surtout de lui. Bon, quant à ma sœur, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué comme relation. On a eu une relation très très haineuse à une époque. Haineuse, ma mère était persuadée qu'on ne s'aimait pas. On faisait dispute sur dispute, je la frappais, je la martyrisais. Elle répondait par la violence également. On avait une relation très très dure, beaucoup plus dure qu'une deux sœurs devraient l'avoir. Avant que j'ai la réponse, comme quoi j'étais un drôle de zèbre, entre guillemets, c'était tout récent, c'était à 26. Donc c'était il y a 1 an et demi en fait. Mes parents ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que j'étais pas bien, mais ils savaient pas comment m'aider, ils me posaient pas de questions. Par contre, ils m'ont toujours accueilli à la maison, ils m'ont toujours aidé au niveau financier, matériel. Mais ils marchaient sur des œufs à chaque fois qu'ils essayaient de m'aider plus profondément. Et par contre, ma mère était aussi très à l'écoute de ce qui se passait. Et justement, quand son amie lui a parlé du haut potentiel, là, elle a vraiment rebondi. Elle a acheté les livres. Et du coup, c'est aussi une démarche que toute la famille a faite, finalement. Donc, moi, personnellement, ça m'a bien aidée. J'ai fait les tests. Et du coup, il y a un peu toute la famille qui s'est remis en question aussi, qui s'est posée, qui a cherché à savoir ce que c'était. Si eux aussi, ils avaient des traits qui ressortaient de ça. Ouais, donc après, ils ont continué un peu sur le même schéma, mais en essayant de comprendre plus comment je fonctionnais. Et en essayant de s'adapter aussi. Par exemple, chez mes frères et sœurs, on retrouve beaucoup de traits. Ils n'ont pas fait les tests, donc je sais pas, il y a probablement le dernier petit frère sur 5. On serait probablement 2 à l'être. Et oui, ce qui est étonnant, c'est que probablement mon père est aussi comme ça, mais que chez lui, concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. Je pense qu'il sent qu'il fonctionne peut-être pas comme tout le monde, mais il s'est adapté, il a trouvé ses propres défenses, ses propres manières de fonctionner, qui finalement marchent très bien. Et du coup, je pense qu'il n'éprouve pas le besoin de changer quoi que ce soit, parce qu'il est bien comme ça. Alors que pour moi, je vois que ça a complètement changé la relation au monde, finalement. Est-ce que vous avez un amoureux ? Non. La relation avec l'autre n'est pas évidente. Et il y a aussi le phénomène de ressentir tout de manière très intense. Et donc au niveau des sentiments aussi, c'est pas évident à gérer. Et moi, je me sens très vite agressée en fait au niveau émotionnel. Donc c'est pas évident de laisser les gens approcher aussi trop près. Moi, j'ai fait plusieurs rencontres après mon divorce et mon conjoint, je sais très bien pourquoi il me convient. Parce qu'il est ce que je ne suis pas. Il n'est pas anxieux, il n'est pas compliqué, il est patient, enfin, il est ce que je ne suis pas. Il m'apporte vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Mais il me revient lorsqu'on avait discuté la première fois qu'on s'était rencontrés, vous m'aviez parlé du fait que vous parliez anglais avec votre femme. Est-ce que ça met une certaine distance avec l'affect ? Ouais, je pense que c'est fait pour. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'intimité du couple. L'intimité du couple, comme on disait tout à l'heure, c'est se mettre à nu, alors que dans l'espace social, on est avec une carapace. Donc c'est déjà oser s'exposer. Et donc la contrepartie de ça, pour moi, c'est effectivement de parler dans une langue qui n'est pas la mienne. Elle n'est pas française, mais elle comprend très bien le français. Mais on a pris l'habitude de parler anglais ensemble. Parce qu'en fait, c'est une langue neutre. C'est une langue qui est moins chargée d'affect. Si je parlais dans ma langue, en fait, il y aurait beaucoup plus d'émotions que d'utiliser un biais ou un canal intermédiaire, quoi. Parce que parler avec mes propres mots, ce serait aller encore plus dans se mettre à nu. Il y a un certain nombre de choses que je peux pas dire en français, par exemple. Quoi, par exemple ? Je t'aime, j'ai du mal. En tout cas, j'ai retrouvé l'espérance et je crois qu'il y a un chemin qui s'ouvre vers quelque chose de mieux.
ce serait arriver à vivre en profondeur. Et finalement, enfin paradoxalement, ce serait de vivre dans l'instant présent justement, en étant rallié à soi et en lien avec les autres. Donc c'est un but qui est très proche, mais qui pour moi, il y a un long chemin entre eux. Mais que je suis pas sûre d'atteindre et je suis pas sûre non plus d'avoir pris la bonne route pour y arriver. En fait, j'ai un projet qui est clair, c'est que je vais pas finir à la poste. Mais mon but à moi, c'est d'être un tout petit peu épanouie professionnellement. J'y crois. Pour l'instant, dans ma situation actuelle, je préférerais dire que je suis une feuille blanche. Parce que je suis vraiment dans un état en ce moment beaucoup plus heureux qu'avant et où je commence à construire des tas de projets, à avoir envie de faire des tas et des tas de choses. Je veux plus rester enfermée chez moi, je veux sortir. Et je dirais que j'ai enfin décidé de vivre parce que les années que j'ai avant, je considère même plus ça comme de la vie, je considère ça comme de la survie. Aujourd'hui, je vis, ça y est, donc